C'est un projet que tu partages avec ton partenaire. Ça met les nerfs à rude épreuve. C'est fatigant, c'est épuisant, c'est engueulade assurée et ça met le couple à rude épreuve. Je pense que ça, c'est un truc que tu pourras demander à toutes les personnes qui font. Drift, un podcast soutenu par D-Labs où celles et ceux que nous suivons au quotidien racontent leurs déclics. J'ai l'honneur de recevoir Charlotte au micro de Drift. Je suis absolument trop contente et je ne vais pas la présenter puisqu'elle va le faire certainement beaucoup mieux que moi et je préfère laisser un peu de suspense. Donc déjà, Charlotte, merci beaucoup d'être là. Ça fait trop plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée. Je m'appelle Charlotte et j'anime un compte DIY déco qui s'appelle Maison Agave, donc dans lequel je vais partager avec mes abonnés des astuces, des tutos pour apprendre à faire un peu de la rénovation, créer ses propres objets, par exemple des meubles, et aussi des trucs de loisirs créatifs. Voilà. Ça vient d'où le nom d'ailleurs ? Maison Agave. Ouais. En fait, ça vient du fait que j'ai fait mes études. Je suis partie au Mexique pendant mes études. Ok. Et je me suis mariée au Maroc, à Marrakech. Ok. Et j'avais envie d'avoir un lien un peu entre tout ça. Et du coup, l'agave, le cactus, c'est une plante qu'on retrouve beaucoup au Mexique et au Maroc. Et en plus, maintenant, j'habite à Montpellier et il y a aussi beaucoup d'agaves là-bas. Donc, voilà. Mais c'est hyper intéressant. Je note pour des prochaines questions un peu plus tard dans le podcast. Okay. Marrakech et Mexique. Ouais. Exact. Parce que moi, j'y suis allée et je pense qu'il y a une grosse tendance déco, des inspirations déco qui sont hyper intéressantes là-bas. Ouais, je suis d'accord. Mais avant, j'aimerais bien que tu nous racontes comment t'en es arrivée au DIY. Comment j'en suis arrivée au DIY ? En fait, je pense que j'ai toujours bien aimé le bricolage, ce que j'ai appelé le bricolage. Je me rappelle que quand j'étais petite, je demandais toujours ça pour mes anniversaires et pour Noël, des trucs pour bricoler. Voilà, donc il fallait se débrouiller avec cette info. Et en gros, ça voulait dire de la peinture, du papier crépon, des feuilles de toutes les couleurs, des stylos. Enfin voilà, c'était un peu mon cadeau de rêve. Et après, en grandissant, j'ai un peu perdu ce truc-là parce qu'en fait, tu bosses, t'es dans ta vie, t'as plus le temps. Et finalement, j'étais occupée H24 et j'arrivais plus à me dégager du temps pour faire ce que j'aimais. Alors de temps en temps, ça m'arrivait quand même, mais moins. Et puis un jour, j'ai acheté une maison avec mon mari. Et là, je me suis aperçue que en fait, tous les trucs que j'aimais bien en termes de déco, c'était pas du tout dans mon budget, mais genre pas du tout. En fait, j'ai l'impression que j'ai vraiment des goûts de luxe en déco. Genre, si par exemple, tu vas me montrer une page d'un magazine de déco et tu vas me demander de choisir un truc, je vais spontanément prendre le truc le plus cher et je fais même pas exprès. Genre, juste, j'aime les trucs hors de prix. Et donc, quand il a fallu meubler la maison, j'étais hyper frustrée parce que finalement, rien me plaisait dans les magasins. Ouais. Et petit à petit, je me suis dit, mais en fait, ce truc-là, mais c'est pas grand-chose à faire. C'est que du bois, c'est que ci, c'est que ça. Et petit à petit, j'ai commencé à faire un truc, deux trucs. En parallèle de ça, j'ai fait la réno de ma maison. Mon mec, il déteste les travaux, mais alors vraiment, il déteste ça. Il déteste parce qu'il est nul ou genre, il aime pas ça. Les deux. Il est nul, donc ça le frustre. Donc ça le saoule. Cause-conséquence. Ouais, c'est l'œuf ou la poule. En gros, ça va pas, quoi. Ça lui plaît pas, il a pas la patience. Il n'a pas envie de faire le truc jusqu'au bout. Du coup, après, il est déçu du résultat. Et voilà. Donc, très rapidement, c'est un peu moi qui ai pris les rênes du truc en faisant de lui un peu mon commis de travaux, on va dire. Parce que lui, il n'arrivait pas du tout à driver. Et du coup, en fait, c'est un peu une connexion entre les deux. Parce que finalement, ce que tu apprends en réno va te servir dans le DIY. Et ce que tu apprends en DIY peut te servir en réno. Ouais. Donc après, ça s'est alimenté comme ça. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait la première fois en DIY, sans compter les dessins quand tu étais... Sans compter les trucs quand j'étais petite. Je pense que c'était un petit meuble pour cacher mon rétroprojecteur quand j'étais dans mon ancienne maison. Non, ok. Parce qu'en fait, j'avais un rétro, je trouvais ça très moche. Je voulais pas du tout l'accrocher en haut parce que je trouvais pas du tout ça esthétique et je voulais pas m'amuser à le sortir à chaque fois, le ranger. Et je me suis dit, en fait, c'est tout con, je vais faire un petit meuble avec un trou et puis juste le trou, il sera au niveau de mon rétro. Et du coup, j'avais fait ça. Maintenant, il est dans mon garage, je le trouve très laid, mais c'est pas grave, il sert toujours. Ouais, mais... Et il fallait un point de départ. Il te sert encore ? Ouais, un peu de stockage, c'est plus très glamour, mais c'est pas grave, c'était le premier, quoi. C'est trop bien. C'était en OSB, à l'époque, c'était la mode de l'OSB, donc voilà, j'avais fait ça. Aujourd'hui, quand on pense DIY, on pense surtout... Enfin, moi, personnellement, je pense aux tutos YouTube. Ouais. Je pense à Pinterest. Mais en fait, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que le DIY, ça existe depuis surtout les années 70-80, avec la tendance punk et écologiste. Ouais.
aujourd'hui, le DIY, il regroupe plusieurs thématiques. Enfin, il répond à plusieurs, entre guillemets, problèmes. Donc, il y a toujours celle de la durabilité qu'on avait déjà avant avec les écologistes. Oui. Mais il y a aussi ce truc de bien-être et de budget. Oui. Toi, dans quel but tu t'es lancé dans le DIY pour la première fois? Est-ce que c'était d'abord d'un point de vue budgétaire, parce que voilà, tu avais vu des meubles et tu te disais mais c'est beaucoup trop cher, je peux pas les avoir, je vais les faire moi-même, ou alors c'est complètement pour une autre raison? Non, au départ, c'était vraiment d'un point de vue budgétaire. C'était la frustration de me dire, je vois ces trucs-là qui me plaisent et je les retrouve pas dans les magasins dans lesquels je peux me payer des choses. Les magasins auxquels je peux avoir accès finalement. Ouais. Donc j'étais frustrée de me dire, mais en fait, je vais faire mon chez moi. J'ai pas envie d'avoir les mêmes objets qu'on retrouve chez tout le monde. Il y avait aussi un peu ce côté-là, avoir envie de quelque chose de personnalisé. Oui. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que on a des grandes enseignes de mass market, de grande distribution. Et en fait, on va retrouver les produits chez tout le monde. Et ça, il y a un petit côté, en fait, forcément, c'est des bons plans, mais d'un autre côté, après, bien sûr. C'est pas très personnel. T'as le chez-toi de tout le monde. Exactement. Quoi. Et comment on fait pour se retrouver là-dedans? Comment on fait pour s'approprier son espace quand, en fait, on va aller chez son voisin et on va avoir la même table, le même canapé, les mêmes fauteuils. Donc moi, j'avais envie aussi de m'approprier mon chez-moi et de me dire comment je peux faire, comment je peux mettre ma petite touche pour avoir un intérieur qui me ressemble. Ouais. Et après, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir un métier dans lequel ils ont du mal parfois à voir la finalité de ce qu'ils font. Et c'était un peu mon cas aussi. Auparavant, j'étais chef de produit dans la mode. Et oui, ok, il y avait des actions sur lesquelles je pouvais voir les résultats directement, mais globalement, quand tu bosses dans une grosse boîte comme ça, tu vas avoir l'impression que toi, tu es un petit maillon de la chaîne, tu vas faire une petite action, c'est vrai. Et à la fin, tu vois pas le résultat concret de ce que tu fais. Et le DIY, c'est l'inverse de ça. Tu pars de rien, ou alors tu pars d'un objet très moche, tu vas venir le personnaliser, et à la fin, tu as créé quelque chose. Tu as créé quelque chose que tu avais imaginé, qui te ressemble. Et ça, c'est une satisfaction et fierté de toi-même, en fait. Incroyable, mais ouais. Et je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a beaucoup de gens. Ça me fait un peu. C'est un parallèle un peu étrange, mais ça me fait penser à tous ces gens qui vont bosser dans des grandes boîtes du CAC 40 et puis du jour au lendemain, ils vont tout arrêter, ils vont faire un CAP boulangerie et puis ils vont faire des éclairs au chocolat parce qu'en fait, ils se disent mais j'ai besoin de créer en fait quelque chose, de faire quelque chose de mes journées où à la fin de la journée, je me sens fière de moi. J'ai réussi à accomplir quelque chose. J'ai vraiment vu la finalité de mon travail. Et parfois, dans certains jobs, on perd ce côté-là, je trouve. Et donc, ça a été aussi un peu ça, le côté où, dans mon taf, c'était beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de chiffres, beaucoup la journée derrière l'écran, tout le temps. Et le soir, de pouvoir rentrer et de me dire, mais là, je vais faire mon petit projet, un peu de tricot, un peu de trucs, je sais pas, un peu de peinture, un peu de machin, et de me dire, ça y est, quoi, je crée un truc, je suis contente, j'ai le résultat de ce que je fais. Et voilà. Il y a un bien-être, c'est vrai. Une fierté. Il a fallu d'abord que je pense que ça passe par le côté j'y trouve un intérêt, donc au début peut-être financier. Parce que il fallait que je me dise ça a une raison d'être. Et puis au fil du truc, je me suis rendu compte que non, c'était plus que ça, quoi. C'est vraiment une vraie satisfaction de faire du DIY. Ouais. Alors justement, pour le premier point financier, on va dire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes avant de voir ce que ça peut t'apporter outre le truc financier, il y a ce truc de dire que le DIY, effectivement, tu peux faire des vraies économies, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que du coup, tu as toute une partie derrière où tu vas vraiment acheter des outils. Et moi, une fois, je suis en pleine réno là en ce moment. Enfin, non, voilà, rien à voir avec Charlotte, mais je me suis dit, cette année, je peins. Ok, why not? Mais en fait, tu vois, je me suis dit, pour que je peigne, il faut que j'ai des pinceaux. Ou alors, tu vois, si je veux faire un peu de travaux, un minimum de travaux, il faut que j'ai une boîte à outils. Il faut que j'ai des trucs comme ça. Est-ce que le DIY coûte vraiment moins cher au final avec tout l'achat de ces outils? Et toi, si tu devais recommander à des gens comme moi qui se lancent dans le DIY, quels outils ou vers quoi je dois me diriger, quoi? Ok, alors pour moi déjà, le DIY, sans aucun doute, c'est économique par rapport à d'autres achats. Alors, il y a effectivement l'argument des outils pour dire que c'est pas forcément si économique que ça. C'est quelque chose que je vais retrouver parfois dans mes commentaires. Ah, ok. Je vais faire une table, je vais dire l'original, elle vaut 1 000 € ou 2 000 €. Moi, je la fais pour 10 €. Et effectivement, les gens vont me dire, oui, mais en fait, t'es équipé, t'as déjà des outils. Alors déjà, les outils, t'es pas obligé de les acheter.
tu peux les emprunter autour de toi. Tu as forcément une personne de ton entourage, des amis, de la famille, etc., qui va avoir un outil qui peut t'intéresser. Si tu n'as pas ça, tu peux aussi les louer. Maintenant, c'est vrai, tous les il y a magasins des applications même, il me semble. Alors déjà, tous les magasins de bricolage te permettent de louer les outils. Tu as aussi les fameuses grandes enseignes de location. Et puis, tu as aussi des sites d'entraide entre voisins. Oui, donc ça, c'est des particuliers qui vont te louer leurs outils, mais ça coûte rien. Enfin, les gens, ils louent une scie sauteuse, 5 €, une scie circulaire, je sais pas, 10 €. Enfin, c'est hyper accessible. Donc pour moi, ça, c'est un peu un non-argument. Et puis surtout... Carrément, ouais. Moi, en effet, je suis équipée parce que maintenant, je fais du DIY depuis longtemps, mais évidemment, mes outils vont pas me servir que pour faire un DIY. Donc, on peut pas compter dans le prix d'une table les outils qui me servent pour toute ma réno, pour tous mes autres projets. Voilà. Donc, il faut se poser la question, est-ce que je vais faire juste un projet et dans ce cas-là, j'emprunte, je loue, je fais d'une autre façon, ou est-ce que je suis en train de partir vers un monde de DIY et dans ce cas, je vais acheter. Et puis après, il y a un autre truc, c'est que pour moi, c'est économique sur le moment, mais c'est aussi économique, comment dirais-je, sur le long terme, parce qu'en fait, quand tu apprends à faire du DIY ou quand tu apprends à faire de la réno, après, tu sais comment ton truc il est foutu, tu sais comment il est fabriqué, et derrière, une fois qu'il va peut-être se casser un jour, toi, tu vas savoir le réparer, ou en tout cas, tu vas tenter. Alors que quand tu es dans la consommation classique, tu vas c'est cassé, tu jettes. Bon, voilà. En fait, pour moi, il y a ce double truc-là de dire, en fait, à la fois, en même temps que j'apprends à fabriquer l'objet, finalement, je sais comment c'est fait. Donc, potentiellement, je vais pouvoir réparer 80% des problèmes qui vont arriver à cet objet. Ou même lui donner une 3e, une 4e vie. Enfin, en fait, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que tu as la conception en soi de ton objet. Tu vas dire, OK, je vais récupérer, par exemple, une vieille table chez Emmaüs ou en ressourcerie ou autre. Après, tu vas en faire quelque chose. Peut-être que dans 15 ans ou dans 10 ans, elle sera cassée ou alors elle te plaira plus. Mais en fait, cette table-là, elle peut servir de base pour encore en faire autre chose. Pourquoi pas un tabouret, pourquoi pas, ou même une autre table qui te plaira plus. Donc, c'est infini. Il y a ce côté où tu rentres dans une boucle où ton objet, il peut servir beaucoup plus longtemps. Et puis, quand tu achètes quelque chose comme ça... dans une ressourcerie, par exemple. C'est des objets qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, qui sont en fait des trucs en bois massif, qui sont indestructibles, qui n'ont rien à voir avec un objet que tu vas acheter dans un truc de mass market, où en effet, sur le coup, c'est peut-être, t'as l'impression que l'étiquette est moins chère, mais en fait, c'est du mélaminé, tu mets un coup de pied dedans, le truc, il est par terre. En fait, c'est incomparable. Donc, il ne faut pas regarder juste le prix sur l'étiquette, mais voilà. Et moi, en général, ce que je fais... parce que le but de mon compte, c'est justement de pouvoir proposer à mes abonnés de s'inspirer de pièces qui vont coûter très cher pour, alors ne pas les reproduire, mais voilà, venir faire quelque chose un peu dans la même veine, etc., à moindre coût. Moi, en général, comment je me fixe le moindre coût, c'est que j'ai un mec qui, lui, la déco, ça lui passe, mais genre à 10 km. Donc lui, il comprend pas qu'on puisse payer 300 € une chaise. Il se dit mais qu'est-ce que tu me racontes en fait là, il n'est pas sensible. Non, pas du tout. Lui il dit c'est une chaise, c'est 15 €. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc en fait, quand j'ai un projet, par exemple là récemment, j'ai fait une table. L'inspiration que j'avais, ça valait à peu près 1 500 €. Donc évidemment, c'est absolument impossible pour moi de mettre ce budget-là. Et je ne vais même pas présenter ce projet à mon mec parce que sinon il fait un infarctus. C'est fini. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, ça coûte combien une table si je devais l'acheter dans une enseigne classique? Genre Ikea, Maison du Monde, pour pas les citer. Combien j'en aurais pour une table en bois? Voilà, somme toute très basique. Et là, si je vois que c'est par exemple 40 €, je vais me dire, ok, donc ma table un peu à 1 500 €, je vais essayer de la faire pour environ 40 €. Ouais, c'est faire, en vrai. Voilà, comme ça, je me dis, quand je présente le projet à mon mec, j'ai un truc présentable, tu vois. Je lui dis, regarde, c'est le même prix qu'en magasin, mais moi, je vais t'en faire une qui aura un peu plus d'allure et qui sera peut-être plus résistante, etc. Donc, en fait, c'est possible vraiment de gagner en fonction de avec quoi tu compares, évidemment. Effectivement, si tu compares avec une table en plastique, oui, bien sûr. Voilà. Mais oui, il faut comparer le comparable, aussi. Déjà. Tout à fait. Voilà. Et puis après, le DIY, c'est toi qui le crée et c'est toi qui fais le standing que tu veux finalement. Tu peux très bien faire un DIY où tu te dis, là, je veux faire un DIY magnifique avec des matériaux nobles, je veux que ça ait vraiment de la gueule, que ça soit durable et tout. Je vais acheter du chêne, je vais faire un truc magnifique et tout. Ou alors, tu peux te dire, non, là, par exemple, je débute, je sais pas trop encore me servir de mes outils et tout. Je vais faire cette table, la même table, mais je vais faire avec du pain parce que voilà, je veux pas trop y mettre de budget. En fait, c'est toi qui fais le standing de ton DIY.
Tu peux le faire super luxe ou alors tu peux le faire super pas cheap mais abordable. Donc c'est à toi en fait de mettre le curseur. Et je soulève juste un point parce que tu disais justement que tu faisais sur ton compte. Des fois, tu montres, par exemple, moi j'adore cette inspiration-là, cette table, par exemple, elle coûte 1 200 € ou 3 000 €. Je vais essayer, et tu as dit justement le mot inspirer, je vais m'en inspirer. Parce qu'il y a un mythe aussi dans le DIY, je trouve en tout cas, c'est que tu veux absolument... Enfin, tu as la certitude, quand tu es novice, attention, que quand tu vas t'inspirer d'un truc qui coûte super cher, tu vas avoir le résultat exactement comme sur la photo et tu veux avoir un retour, finalement, un finish qui est... Comme si tu l'avais acheté à 1200 €. Tu réponds quoi ce mythe-là, non, finalement? Non, mais ça, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ça paraît un peu évident. Tu sais, pas forcément, en fait. Pour des gens qui bricolent pas, moi, personnellement, je ne bricole pas du tout. Et je sais que si je vois... si je tombe sur un compte comme sur le tien, où je vois que tu arrives à faire une table comme ça, et tu te débrouilles bien en DIY, donc je vais me dire, moi, je peux très bien y arriver, ça ressemblera exactement pareil. Je vais être clairement comme ça. En fait, je pense que tout simplement, il faut pas s'imaginer que tu vas reproduire pour 30 € une table qui en vaut 2000. Moi, par exemple, si on continue sur l'exemple de cette table, en réalité, cette table, c'est une antiquité qui vient du fin fond de l'Inde, qui est par exemple je sais même pas le siècle, mais 18e, 19e siècle, qui voyage de l'autre bout du monde, qui a été fait par des artisans à la main, qui sont des artisans chevronnés. Enfin, forcément, tu n'auras jamais le charme, l'histoire, l'authenticité de ce produit-là qui, en fait, est bien peu un trésor. Voilà, c'est sûr qu'on n'aura jamais... Forcément, tu vas voir cet objet-là, tu vas comprendre tout son vécu, tu vas comprendre... Effectivement, l'autre, il a été fait dans mon garage, c'est pas pareil. J'ai pas la prétention de dire que je suis en train de concurrencer ça, pas du tout. Ce que je dis, c'est simplement, moi, cette table-là, elle me fait rêver, mais clairement, je peux pas me l'offrir. Donc, je vais essayer d'apporter un petit peu cette vibe, ce style. Tu t'inspires, comme tu as dit, c'est justement, en fait, c'est l'inspiration. C'est essayer de venir apporter ce feeling-là que j'aime bien et cette ambiance-là que j'aime bien, qui me fait voyager, qui me donne une impression qui me plaît. Mais bien évidemment, on n'aura jamais la même qualité. Je pense qu'à la base, cette table, si elle vaut 2 000 €, c'est pas non plus pour rien. Enfin, voilà, c'est parce qu'il y a tout un truc derrière, toute une histoire. Et c'est bien normal que tu n'arrives pas à obtenir la même chose. Non, mais je pense qu'il faut bien garder en tête le mot inspiration et pas copie ou recopie, en fait. C'est pas ça le DIY. C'est jamais de la copie. De toute façon, c'est interdit. On ne peut pas copier ce qu'a fait un designer ou les artistes, ils créent des objets. Nous, ce qu'on peut faire... Enfin, les créateurs de contenu DIY, c'est qu'on aime bien une ambiance ou une autre, et simplement on va prendre un petit peu là, ça j'aime bien cette matière, là j'aime bien ça, et puis après on essaye de faire quelque chose qui va un petit peu envoyer une vibe un peu similaire, mais évidemment ça ne sera pas... Et je pense qu'il y a aussi du coup le fait que quand on se lance dans le DIY, et je pense que c'est ça aussi un message qui est bon à véhiculer, c'est que tu as la satisfaction d'avoir fait quelque chose de toi-même, comme tu le disais, et d'avoir accompli une tâche. Donc ça, je suis grave d'accord avec toi, et je pense qu'effectivement ça t'apporte un bien-être qui est bien. Et il faut aussi accepter l'objet qu'on a construit avec ses défauts, puisqu'il en aura, et c'est ça qui fait la beauté de l'objet aussi. Il y a un autre truc, surtout quand on est novice, pour les débutants, parce qu'il y en a plein certainement qui écouteront ce podcast qui veulent aussi se lancer, puisque on a envie de se lancer, même si on est nul en bricolage ou quoi. Tu vois, moi, une fois, j'étais en train de peindre. Là, justement, je peignais une étagère. Donc, je suis allée chez Ikea. Je me suis dit, je veux peindre une étagère Kallax. Okay. Donc, je suis allée acheter mon étagère Kallax. Je suis allée chez Leroy Merlin. J'ai pris ma peinture terracotta que je voulais et j'ai peint. Ok. Résultat, c'était hyper moche parce que je pense que j'ai pas pris. J'ai rien préparé. J'ai absolument rien préparé. Et j'ai quand même terminé ma peinture, sachant que je savais très bien que ça allait être moche, mais j'aimais tellement peindre que je me suis dit, vas-y, j'y vais, je continue, tu vois. Mais erreur de débutant, de ouf. Et quels sont les... comment on fait quand, là, tu vois, demain, je veux peindre un truc ou demain, je veux construire un truc, qu'est-ce que je dois faire pour bien me renseigner? Enfin, est-ce que je dois regarder des tutos? Qu'est-ce que tu fais, toi, par exemple? En fait, tu as quand même énormément d'informations qui est dispo aujourd'hui partout. Notamment, les tutos, c'est hyper précieux, en fait.
Donc, je pense que la première étape, c'est ça, c'est de simplement regarder sur Internet les étapes, regarder un tuto. En magasin de bricolage, non mais franchement, on n'y pense pas assez. Mais les gens en magasin de bricolage, ils sont hyper calés. Les vendeurs. En fait, moi, j'ai plein d'abonnés qui viennent me dire mais j'ai tel projet, je sais pas comment faire et tout. Et des fois, je sais pas parce que je m'y connais pas suffisamment. Et je lui dis mais va en magasin de bricolage. Tu vas dans le rayon en question et tu poses les questions. Alors évidemment, il faut pas y aller un samedi à 16h30. Oui, bien sûr. Mais en fait, les vendeurs en magasin de bricolage, ils sont hyper calés. Ils ont plein de réponses. Moi, le nombre de fois où je me suis sortie de situations où j'étais bloquée, en fait, je savais pas quoi faire. Et j'arrive, en plus, avec mes gros sabots, moi, je n'utilise que des trucs que je vais détourner. Donc, au départ, j'osais pas trop parce que je me disais, mais ils vont me dire, c'est pas à ça que sert cet objet. Oui, je sais, je le détourne. Et en fait, non, ils adorent. Ils répondent, ils ont plein d'idées. Et le nombre de fois où j'étais bloquée sur des trucs et je suis allée en magasin et le mec m'a dit, mais non, fais comme ci, fais comme ça. Et j'étais en mode, génial. Et ça m'a sorti de plein de situations. Donc ça, c'est hyper précieux et on n'y pense pas assez. Mais en fait, on n'y pense pas. Mais tu vois, par exemple, tu vas dans une enseigne comme Leroy Merlin, qui me vient comme grosse enseigne quand même de bricolage. T'arrives dans ce truc-là, tu te dis, mais what the fuck? Parce que des fois, t'as des mini-pièces comme ça, tu sais, des pièces détachées. Tu te dis, mais c'est fou. Et puis, ça peut être un peu impressionnant parce qu'au final, tu te rends compte que... Soit en tant que fille. Hein? En tant que fille, je trouve... Ah bah ouais, de ouf. Enfin, c'est hyper impressionnant. Et puis... Et ça peut être décourageant. Parce que ça peut être décourageant. Après, on s'y habitue vite. Une fois que tu as compris comment te repérer dans le magasin. Et en fait, les vendeurs, ils sont vraiment spécialistes de leur rayon. Donc, quand tu as une question, par exemple, je sais pas quelle vis je dois utiliser pour accrocher un cadre, un truc basique, mais qui en fait n'est pas si basique que ça. Et ben en fait, tu vas dans le rayon, tu vas directement parler au mec qui est dans sa petite cabane là, juste devant son rayon. Et là, ils vont te donner plein d'infos. Et ça, c'est un truc, on me demande beaucoup des fois comment j'ai appris. Parce que en fait, moi, j'ai vécu seule avec ma maman et ma sœur. Mon papa, mes parents étaient divorcés. Donc, j'ai pas eu un papa qui m'a montré. Bon, c'est un peu stéréotypé, mais à l'époque, c'était les papas qui bricolaient. Hein. C'est en train de changer, heureusement, et c'est très bien. Et disons que ta mère, en tout cas, ne bricolait pas. Ne bricolait pas, et du coup, j'ai personne qui m'a appris. Mais en fait, ce que je fais toujours, alors maintenant, j'habite dans la même ville que mon papa, donc j'ai l'occasion de bricoler avec lui. Je regarde tout ce qu'il fait. Je pose plein de questions. Quand je sais pas comment un truc s'appelle, je demande comment ça s'appelle. En fait, ça paraît anodin, mais ça, c'est hyper important parce que derrière, quand tu vas aller en magasin et tu vas voir ta question, bah, au lieu de dire « Oui, alors le truc qui se met dans le bidule que je sais plus, c'est un espèce de machin rouge » où le mec, il va rien comprendre, bah, toi, tu vas dire les vrais termes. Et en fait, c'est con, mais tu te familiarises avec le milieu. Et en fait, après, tu vas te repérer beaucoup mieux dans le magasin. Tu vas beaucoup plus facilement pouvoir t'expliquer auprès d'une personne. Tu vas beaucoup plus facilement pouvoir faire tes recherches. Quand tu sais pas comment s'appelle un truc, bah, c'est pareil, tu tapes sur Google des phrases, tu te dis mais ça n'a aucun sens, Google ne va jamais comprendre ce que je veux dire. Alors que quand tu sais exactement, mais même des termes, des fois, des trucs, je sais que j'ai retenu des mots, mais c'est tellement improbable. Il fallait un... Donne-nous un exemple d'un mot que t'as retenu. Genre, il me fallait un truc pour un bitonio pour mettre dans mon placard et qui, quand tu tu mets la porte, ça vient et ça se coince. Oui. Ça s'appelle un loqueto cocotte. Non, mais je trouve ça... c'est improbable. Quand j'ai vu ça m'a fait trop rire. Okay. Et du coup, bah, en fait, c'est con, mais quand tu tapes ça sur Google, bah, direct, tu trouves le truc. Après, tu as la photo. Après, tu arrives, tu dis, je veux ça. Mais ça n'a rien à voir si tu dois dire, alors voilà, j'ai un placard en bois. Alors, quand il fait comme ça, clac, il faut que ça fasse clic. Non, mais c'est incompréhensible. Et donc, c'est des petites choses comme ça où, au fur et à mesure, bah, tu te familiarises avec le milieu, tu prends tes marques. Et ça aide, en fait, à être moins débutant, en fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a aussi tout le vocabulaire lié au bricolage. Des fois, t'es un peu... T'es un peu perdu. Mais ça vient vite, en vrai. Ça vient vite. Oui. En fait, c'est juste une barrière à passer. Oui, c'est vrai. Mais une fois que t'as passé le cap, ça a l'air... Exactement. C'est peut-être ça. C'est aussi que je pense que quand t'arrives et que t'y connais rien, bah, c'est un peu intimidant d'aller voir les vendeurs et tu te dis, je vais passer pour une cruche. Ils vont se dire, qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là? Alors que quand tu commences petit à petit à connaître un petit peu les noms, les objets, les trucs... Bah en fait, t'arrives, t'as une question précise, c'est simple, c'est concis, le vendeur, il sait exactement où tu veux en venir, et du coup, ça facilite l'échange, quoi. Mais bon, dans tous les cas, ils sont très sympas. J'ai jamais été mal accueillie en magasin de bricolage, contrairement des fois dans les magasins de fringues. Mais non, là, ils sont très sympas, et c'est très débutant friendly, en fait. On se rend pas compte, mais il n'y a pas ce côté, on va pas se faire juger parce qu'on connaît pas, voilà. Et puis, ils sont vraiment recrutés sur leurs compétences. Ils ont des vraies compétences pour le coup, dans leur domaine. Pendant une période de transition entre deux jobs, j'avais fait 3-4 mois en tant que vendeuse dans un magasin de bricolage. Trop bien. Et en fait, j'ai été
hyper choquée de voir à quel point Il y avait une relation. Et surtout, il y avait des formations. Genre, Des formations. Il y avait toutes les marques de ce que je vendais. Donc moi, en l'occurrence, j'étais au sol, carrelage et tout ça, parquet. J'ai vu tous les commerciaux et c'est eux qui m'ont formée. Et en fait, c'était hyper précieux. Genre, j'avais des carnets entiers de notes, mais toutes les informations de combien ça dure, de comment ça se pose, même des questions. Enfin, ils me disaient des trucs, je me disais, mais j'aurais jamais pensé à poser cette question. Et en fait, c'était hyper complet. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ils déconnent pas, les mecs, ils ont vraiment... Puis, en général, c'est des bricoleurs eux-mêmes. Je dis les mecs, mais il y a aussi beaucoup de femmes vendeuses. Mais bref, en tous les cas, ils sont très compétents et c'est une très bonne source d'information. Tu trouves que c'est un milieu qui est encore masculin Moi, je le vois beaucoup dans mes vidéos. Et dans tes commentaires? Ouais. On te fait souvent la remarque... Alors, dès lors que je ne suis pas dans un DIY de type qui peut être associé au côté féminin, donc ça veut dire de la peinture, de la poterie, des choses comme ça, dès lors que je bascule un peu vers le côté rénovation, et où là, ça va être un peu plus des trucs de bourrin, du bois, du placo, des choses comme ça, j'ai toujours le même type de commentaires, c'est toujours un peu le même profil. C'est des hommes d'un certain âge qui sont un peu dans le milieu. Et je pense que ça les énerve un peu qu'une petite meuf arrive et soit là et fasse sa maison. Donc je me prends un petit peu des commentaires misogynes, mais bon, c'est pas grave, il faut ça pour que les choses changent. Oui, tout à fait. Exactement. Il y avait un autre point que tu avais dit en début du podcast, c'était que tu faisais du DIY pour avoir ce côté personnalisé. Oui. Avec la montée du DIY sur les réseaux sociaux, parce que le DIY existe depuis des années, mais je pense qu'il a été démocratisé vachement avec les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rejoignent le DIY par influence via les réseaux sociaux. Et il y a des tendances, je dirais, DIY qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je sais pas, par exemple, moi j'ai en tête une étagère que je trouve d'ailleurs super jolie. C'est une sorte d'étagère... que tu peux faire très basiquement en achetant juste une étagère rectangulaire avec une planche là au milieu. Ouais. Et ensuite, je sais pas comment t'expliquer, mais elle a des petites... je sais pas, elle est très arrondie, cette étagère. Oui. Et elle a fait le tour des réseaux sociaux. Mais sauf que, donc moi, j'étais prête à la faire moi-même, sauf que je me suis rendue en magasin. Et il la proposait. Ouais. Et j'ai l'impression que les enseignes, maintenant, elles jouent vachement sur les tendances DIY pour sortir en magasin ce qu'on peut faire en DIY. Oui. J'ai vu ça. J'ai vu. Et effectivement, moi, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à comprendre. Ça t'énerve ou non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça m'énerve pas du tout. Mais c'est juste que je comprends pas forcément le concept. Ouais. Je pense qu'ils vont présenter ça parce qu'ils se disent ok, c'est tendance, ça a fait le tour des réseaux sociaux parce que les gens aiment cette étagère, mais je pense que les gens, ce qu'ils ont aimé dans la vidéo, c'est plus de se dire je l'ai fait. Ouais, et puis de se dire c'est rigolo de détourner. Enfin, bah ouais. Je trouve ça bloque un peu, enfin ça détourne un peu le principe du DIY. Moi, ce que j'aime aussi dans le DIY, c'est l'idée de pouvoir me dire qu'on a trouvé un peu une solution seconde vie pour les objets aussi. Il y a un vrai sujet autour du traitement des déchets et de qu'est-ce que deviennent les objets qu'on n'utilise plus. Aujourd'hui, c'est au cœur de tous les débats et je trouve qu'on n'a pas encore vraiment trouvé de solution. Ok, il y a les ressourceries et ça, c'est génial. Mais en fait, c'est des assos. Hein, c'est pas du tout fait par le gouvernement. Donc, ça montre bien qu'il y a un trou et qu'eux ont pris cette place-là parce qu'il fallait faire quelque chose. Mais finalement, ce que je trouve absolument génial, c'est de me dire cet objet-là qui était peut-être à une grand-mère et puis qui aujourd'hui aurait pu finir à la déchetterie, on va l'acheter 5 €, une bouchée de pain, 3 €, et on va lui donner une nouvelle vie, une nouvelle âme, on lui donne une nouvelle place dans son intérieur. Alors oui, tu peux choisir d'aller en magasin et de l'acheter 15 balles dans un truc de grande distrie fabriqué en Chine en mélaminé, mais le concept, il est plus du tout le même. C'est plus pareil. Et puis du coup, je trouve qu'aussi, on perd du coup le truc DIY personnalisé, puisque du coup, le produit que toi, t'as fait toi-même, il devient généralisé et au final, c'est pas faux. Ouais. Ça devient un produit que tout le monde peut avoir, alors que justement, si t'as cette étagère-là et que tu le retrouves chez quelqu'un d'autre, mais que ce quelqu'un d'autre l'a fait aussi en DIY, c'est vrai. Après, il reste unique parce que c'est fait en DIY, mais si tu vois que tout le monde a la même étagère achetée dans l'enseigne, c'est dommage. Ça se perd un peu, je trouve, avec les réseaux sociaux. Ouais. Et ça peut être c'est vrai que c'est un peu dommage. Après, je pense que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'encore une fois, ton truc à 15 € que tu vas trouver dans un truc de mass market, ce sera une fabrication hyper fragile, en mélaminé sûrement, avec des matériaux pas forcément très nobles. Toi, le DIY que tu auras fait, ce sera peut-être quelque chose... tu seras peut-être partie d'une base, d'une étagère
ou d'une table beaucoup plus solide avec des matériaux nobles. Et encore une fois, les matériaux nobles, une fois que tu es lassé du design, un coup de ponceuse, et puis tu peux le repeindre, tu peux en faire plein de choses. Tu peux le lazurer, tu peux le carreler, tu peux imaginer encore 1000 vies, alors que ton truc à 15 €, peut-être qu'il aura qu'une vie, quoi. Donc en fait, c'est toujours la question de... C'est des choix. En fait, en tant que consommateur, ça se résume toujours à ça. Quel est ton choix et où tu mets ton argent et qu'est-ce que ça veut dire derrière de tes actions, quoi. Quelle est la pièce DIY, produit DIY dont tu es le plus fier ? Je pense que c'est ma table de salle à manger. En fait, j'ai très très fan des tables en travertin qu'on voit beaucoup au Maroc et tout ça, donc un peu ondulées, avec des gros pieds, comme des pieds un petit peu, je sais pas comment dire, pareil, c'est un peu ondulé, donc ça fait comme des colonnes grecques un peu. Et ça c'est pareil, ça vaut hors de prix et c'était pas du tout envisageable pour moi de m'offrir ça. Et du coup, je l'ai fabriqué en béton, donc avec un coffrage béton. Et je dirais que j'en suis fière, pas forcément parce que c'est le DIY le plus réussi, mais parce que c'était une vraie galère à faire et que du coup... T'es super fière de toi, quoi. Ouais, je me suis dit, mais je suis vraiment ma boule, en fait. Pourquoi je me suis lancée là-dedans ? Et en fait, le fait de me dire que j'avais jamais vu personne le faire avant et j'avais jamais fait un DIY avec une telle ampleur. C'était un peu un pari parce que c'était un peu fou. Et du coup, à la fin, c'est celui-là qui me rend le plus fière parce que je me dis... fallait oser quand même, fallait oser les je sais pas combien de kilos de béton, les bazarder dans un moule et me dire demain, si j'arrive pas à soulever la table, tant pis pour moi, parce que j'avais fait des calculs, mais évidemment c'était très approximatif. Donc voilà, ça j'en suis assez fière. Ouais. En fait, c'est marrant parce que chez toi, on a l'impression que tu trouves une solution à tout ce que tu veux réaliser. Enfin, tu vois, tout à l'heure, on est allé boire un café ensemble. Il y avait ce fameux sol, ce carrelage, où tu m'as dit « Non, mais ça, c'est hyper simple à faire, en fait. T'as juste à casser du carrelage. » Enfin, moi, je le regarde, je suis là « Putain, ça doit valoir super cher, mais j'aime trop. » Tu vois, et toi, « Mais non, mais c'est trop simple, t'as juste à casser. » Puis, t'es resté aussi en regardant le fauteuil qui était aussi super joli, en te disant tout le temps « Mais comment je vais réussir à le faire ?» C'est vachement impressionnant, cette facilité et cette créativité que t'as. Ça m'impressionne, en fait. En fait, je trouve que dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de très anxieux. J'ai un peu tendance à, tu vois, toujours imaginer le pire. Et en fait, dans le DIY ou dans les travaux, je mets un peu au même niveau les deux, il y a ce truc de, t'as un plan A, t'as peut-être un plan B parce que tu sais que ton plan A, t'es pas très sûr. Mais en fait, il y a un moment donné où t'es un peu obligé de lâcher prise sur le plan et de te dire... Potentiellement, il y aura un plan C, un plan D, un plan E. Mais là, tout de suite, je ne sais pas ce que c'est, mais je me fais suffisamment confiance pour savoir que dans le moment, je serai capable de gérer la situation et de trouver ce fameux plan X, Y, Z. Chose que je ne suis pas trop capable de faire dans la vie, parce que j'ai toujours besoin de toujours anticiper un peu le pire, tu vois, dans les situations, de me dire... tu sais, limite, de me dire... J'anticipe le pire, comme ça, je suis parée à toutes les éventualités, alors que dans les faits, dans la vie, tu n'es jamais parée à toutes les éventualités, parce que même si tu prévois le pire, il se passe toujours un truc que tu n'avais pas prévu. C'est tout à fait. Toujours comme ça. Donc, en fait, factuellement, je pense que ce n'est pas une super façon de procéder pour être zen dans sa vie. Mais dans les travaux, c'est le seul moment où j'arrive à me dire « Non, mais c'est pas grave si tu n'as pas la réponse aujourd'hui. Le toi du futur, j'ai confiance qu'il aura la réponse, tu vois. » Tu lâches prise. Ouais, c'est vraiment ce truc d'arriver à me dire « Là, tout de suite, tu sais pas, mais dans 3 semaines, quand tu seras en train de faire le truc, t'inquiète, tu sauras, tu trouveras. » Et ça, c'est un truc c'est pour ça aussi que j'adore le DIY, les travaux, parce qu'il y a cette part d'imprévu, mais que j'arrive à gérer. Je me dis, c'est fou. C'est pas grave, genre on verra. Et t'es même pas comme ça dans la vie de tous les jours. Mais je suis l'inverse. C'est excellent. Je suis l'inverse, mais là, je sais pas, les précédentes expériences que j'ai eues de DIY et de travaux m'ont montré qu'il y avait toujours une solution. C'est pas toujours la solution que tu aurais imaginée, et c'est pas toujours idéal. Mais il y a toujours une façon, il y a toujours une astuce, quoi. Tu vas pas laisser ta maison avec un trou au mur. Enfin, il y a toujours un plan A, B, C, D, E, F. Des fois, il faut en écumer beaucoup avant que ça marche. Mais ça, c'est un truc qui m'apaise beaucoup dans le DIY et j'aimerais bien réussir à le transposer après dans la vie. Ça, c'est l'étape 2. Et c'est bien. C'est une première étape si tu arrives déjà à le faire dans le DIY. Ouais. C'est impressionnant. Moi, j'ai vu un DIY que j'ai trouvé ultra joli. Et dis-moi si c'est le plus facile que tu aies fait ou pas. Comme ça, tu pourras nous expliquer. Si c'est le plus facile, nous expliquer, parce que je pense que ça peut vraiment intéresser. On retrouve
sur ton compte Instagram des hacks, notamment le fameux... alors, c'est une suspension Ikea faite avec un set de table. Set de table. Oui, trop facile. Non, mais... Franchement, ça, c'est hyper simple. C'est l'un des plus simples DIY que tu as réalisé, non? Ouais, je pense. Et en fait, c'est fou, mais je pense que j'achèterai plus jamais de suspension dans ma vie. Je trouve que c'est vraiment un produit qui est anormalement cher. C'est super cher. Et souvent, c'est vraiment rien. En l'occurrence, là, le fameux hack que je propose, donc c'est un set de table. Je suis venue écarter un petit peu les mailles du set de table et j'ai glissé mon fil. Donc, comment t'as écarté les mailles? Avec tes mains? Avec mes doigts. J'ai fait un stylo, je sais même plus. Enfin, t'as pris un truc qui permet un peu, au départ, j'ai dû prendre peut-être un stylo. Mais qui nécessite pas d'outils au final. Rien du tout. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut installer après ta suspension. Oui. Mais bon, ça, dans tous les cas, même si tu achètes dans tous les cas, voilà, tout à fait. Bon, maintenant, il y a des trucs qui se clippent, mais ça, c'est dans les apparts super récents. Si tu as une maison classique ou un appart classique, il faut quand même, à un moment donné, brancher le rouge sur le rouge et le bleu sur le bleu. Oui. Mais la partie suspension, c'était vraiment tout ce qu'il y a de plus bête. Et ces suspensions-là, elles existent, parce que j'en ai déjà vu, et c'était pas du tout le même prix que le set de table. Non, mais le rendu, il est incroyable. Pour autant, c'est la même chose. On dirait même pas que c'est un set de table Ikea. Ouais. Et des suspensions, j'en ai fait 3, je crois, pour l'instant. Et à chaque fois, ça a été d'une simplicité extrême. Et c'est des produits qui, à chaque fois, coûtent une fortune. Je ne comprends pas pourquoi ça coûte si cher. Parce que c'est très simple à faire. J'ai fait une autre suspension pour ma cuisine avec de l'argile autodurcissante. Donc là, c'est vraiment très simple. J'ai fait une boule, je l'ai aplatie, je l'ai coupée avec une assiette. J'ai mis des petits ronds en fait, avec des mouchoirs pour pouvoir faire le côté ondulé. Ça sèche. Enfin, j'ai fait un trou au milieu, évidemment. Ça sèche et j'ai une suspension. Et l'argile autodurcissante, ça coûte, je sais même pas, 1 euro les 500 grammes ou quelque chose, ou 2 euros, je sais pas. C'est extrêmement pas cher. Et j'en ai fait une 3e avec du papier mâché. Donc là, c'est l'astuce comme en maternelle. Du carton, du papier, de la colle à papier peint, on touille. On se met sur un saladier pour avoir un peu une forme. On vient l'aplatir dessus et on a une suspension en papier mâché. Et les suspensions en papier mâché, c'est hors de prix, quoi. Mais oui. Après, je pense que c'est parce que c'est fait à la main, effectivement. Mais oui. Finalement, il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même et qui sont, du coup, hyper économiques. Mais oui. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans cette catégorie-là, maison, des fois, moi, je regarde des prix, je suis là, mais pourquoi ça coûte si cher? Alors que c'est un produit qui paraît être super... typiquement, les suspensions, j'en avais regardé, j'étais là, mais je vais pas mettre 100 € dans une suspension, quoi. En fait, je pense que dès lors qu'on passe dans la catégorie de produits qui est fabriqué à la main, forcément, ça devient très cher par rapport à des choses qui vont être fabriquées en usine, en machine. Bien sûr. Et le DIY, finalement, c'est fabriqué à la main. Donc, c'est finalement se réapproprier un petit peu la fabrication artisanale, sauf qu'au lieu d'acheter à un artiste, on va le faire soi-même et c'est nous l'artiste. Donc non, mais c'est... Un autre truc que j'aime bien dans le DIY, c'est que je trouve que ça t'apporte aussi... en fait, je trouve que c'est très lié avec la réno. Enfin, comme je te disais, c'est un peu passerelle parce que tu apprends des choses en DIY qui vont te servir en réno et vice-versa. Et je trouve que ça t'apprend aussi à être un peu indépendante. Et comme je te disais tout à l'heure... C'est vrai. Non, mais... Ouais, de ouf. Clairement, moi, quand j'étais petite, j'ai été élevée, comme je te disais, par ma maman. On était 3 filles à la maison. Et je voyais que ma mère, elle savait pas du tout bricoler. Quand il fallait... je vais un peu caricaturer, mais quand il fallait changer une ampoule, il fallait payer un électricien, quoi. Et en fait, moi, ça m'a très rapidement rendu un peu ouf, ce truc-là, de se dire, mais attends... c'est bon, quoi. On a 10 doigts, on va y arriver, on va se renseigner, on va réussir. Et très rapidement, dans la famille, parce que ce truc-là me rendait un peu folle de me dire, mais en fait, on va pas faire appel à un pro à chaque fois qu'on a un tout petit truc à faire qui est tout facile. Très rapidement, j'ai pris un peu ce truc-là de dire, en fait, ça va être moi maintenant la référente. En rigolant, ma mère, elle m'appelait MacGyver, c'est le truc d'une autre époque, mais... En fait, c'était de dire, mais finalement, attends, si les autres, ils savent le faire, si les mecs, ils savent le faire, peut-être que nous aussi, on peut le faire. On peut réussir. Et petit à petit, j'ai acquis des connaissances comme ça. Et je trouve que le DIY, encore aujourd'hui, ça continue à m'apprendre des choses. Et j'aime bien me dire que je suis capable, dans ma maison... Évidemment, tu as toujours besoin parfois d'un pro. Il y a des choses qui vont te dépasser et c'est normal. Mais j'aime bien me dire que chez moi... je sais pas... T'as un contrôle, finalement. Ouais, j'ai un contrôle, ouais. Je sais comment ça se passe, je Ouais. sais comment on peut réparer s'il y a un problème, je sais comment ça a été fait, parce que c'est moi qui l'ai fait. Et j'aime bien ce côté de me dire, je suis pas dépendante de quelqu'un, j'ai pas besoin d'appeler quelqu'un. Si j'ai un souci chez moi, en fait,
c'est moi qui vais couper le jus et c'est moi qui vais réparer, tu vois. Ouais. Et ça, Mais je pense que c'est vraiment un step à passer, quoi, parce que je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que quand on a un problème, en tout cas chez soi, on a tendance à appeler quelqu'un sans même se dire je peux le faire moi-même. Après, évidemment, ça dépend. Il faut pas non plus se lancer dans des trucs... Bien sûr. Je pense que ce qui est important quand tu débutes, c'est de pas partir dans des projets énormes, Ouais. d'y aller vraiment petit à petit. Ouais, tu conseillerais quoi, par exemple, pour commencer, pour quelqu'un qui, là, veut commencer demain? Alors, je sais... en fait, ce que je conseillerais, en tout cas, c'est de pas se lancer dans des trucs énormes. Parce que je pense que ça, c'est vraiment le meilleur moyen de te décourager, d'abandonner au milieu, de partir... Et puis, en fait, ça peut être dangereux. Faut pas oublier que dans le DIY, mais aussi dans la réno, mais même dans le DIY, tu utilises parfois des outils qui peuvent vraiment te blesser. Enfin, en fait, dès lors que tu vas utiliser des outils de découpe électrique, Ouais. C'est des il y a gros outils non, assez mais c'est dangereux, clair, ouais, hein. effectivement. Sans vouloir sans vouloir faire le truc catastrophisme et tout, mais en réalité, des gens qui perdent des bouts de doigts, ça arrive tout le temps. Donc, faut quand même pas partir dans des trucs trop gros tout de suite. Mais en fait, l'avantage du DIY, c'est que la palette, elle est hyper grande. Donc, tu peux commencer par des choses faciles. De toute façon, dans les tutos, c'est très souvent précisé. Voilà, le niveau de difficulté. Tu as plein de vidéos sur Internet. On va te dire le fameux un marteau, deux marteaux. Ouais. Non, mais voilà, ça te donne un peu déjà une idée. Et puis après, tu prends confiance aussi. C'est vachement important. Quand tu vois que tu as réussi un truc et que tu te trouves trop beau, bah c'est génial. Et puis, tu peux aussi commencer, comme on disait tout à l'heure, tu as différents standing de DIY, c'est pas mal de commencer aussi avec des matériaux pas trop chers. Comme ça, tu prends pas de risque, t'as pas la pression, tu te dis pas Ouais. oh purée, j'ai acheté ma trop planche, investi, 90 euros, là si Ouais. je la découpe de travers, c'est les boules quoi. Alors que si tu commences avec Ouais. des matériaux voilà, accessibles, bah au moins j'ai raté, bon bah c'est pas grave et t'apprends. Et après aussi, un conseil que je pourrais donner pour les personnes qui débutent, moi j'essaye dès lors que je manipule des outils que je connais pas trop, ou alors si je suis en haut d'une échelle, ou alors si je fais de l'électricité, qu'il faut couper le jus, tout ça, j'essaie de pas être seule chez moi. Donc ça peut paraître pareil, un peu catastrophiste, mais en fait, c'est quand même des trucs de bon sens, je trouve. En fait, tu peux te blesser. Et si tu es blessé, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui puisse prendre soin de toi, appeler les secours ou autre. Donc, ce que j'essaie de faire, moi j'ai un mari, donc ça va. Mais si t'as pas de mari, tu peux très bien appeler une copine pour qu'elle vienne avec toi papoter. Tu peux très bien le faire. Enfin voilà, juste avoir quelqu'un qui peut, en cas de problème, intervenir et ne pas te laisser en galère, quoi. Ouais. Et ça, c'est un... Il y a deux trucs, en fait, dans le DIY, quand tu commences. C'est que à la fois, tu es grave motivé, mais tu es aussi très vite découragé, je trouve. Parce que des fois, tu es sur des comptes ou des trucs, ce que tu vois encore une fois sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça qui nous motive, je trouve, mais à la fois te démotive. Des fois, moi, je suis là. De toute façon, sur la vidéo, ça paraît hyper simple, mais moi, je suis pas capable. À chaque fois, je me dis ça. Ou alors, quand j'ai envie de faire quelque chose, j'ai souvent des proches qui vont me dire « Ouais, relou, faudrait peut-être mieux que tu appelles quelqu'un pour le faire. » Ok. Alors, je pense que déjà, la première chose, c'est que tu peux écrire aux créateurs de contenu. Nous, on répond à nos messages, en général. Et du coup, déjà, il faut pas hésiter à communiquer et à venir poser des questions, me dire, écoute, est-ce que c'est accessible aux débutants ? Moi, par exemple, si tu viens me voir et que tu me dis, j'ai trop envie de faire ta table en béton, mais j'ai répondu à certains abonnés, je leur ai dit, attention, c'est pas mon DIY le plus facile, c'est pas mon DIY le plus rapide. Ça va, t'as déjà fait un peu de travaux parce que c'est un peu... Voilà, ça demande... Exactement, donc ne pas hésiter déjà à poser les questions à la personne qui a créé le DIY. Franchement, en toute honnêteté, est-ce que c'est accessible à un débutant ? Est-ce que je vais y arriver ? Là, on va te répondre très honnêtement, ça, tiens, commence peut-être par celui-là, c'est un peu la même chose mais en plus facile. Dans les réseaux sociaux, il y a du bon et du mauvais, quoi. Ce que je trouve génial, c'est que d'un côté, ça va te montrer que c'est accessible à tous. Tout à fait. Ouais. Et ça te donne envie, c'est ça qui te donne envie. Tu peux te dire, mais même sans connaissance, tu peux rénover ta maison, tu peux faire des super DIY. Moi, j'ai rénové ma première maison. Je vais pas dire que j'avais zéro connaissance, ce serait pas tout à fait vrai, mais j'avais 1 pour 1000. Enfin, je connaissais pas grand-chose. Je savais changer une ampoule, je savais peindre un mur, mais globalement, ça s'arrêtait là. Tout le reste, j'avais jamais fait. C'est possible, en fait. C'est possible, avec peu de connaissances, d'arriver à faire des choses. Maintenant, les réseaux sociaux, même si en tant que créateur de contenu, on essaye de montrer les moments cool et les moments moins cool, il faut quand même avoir conscience que t'es quand même là pour essayer de faire un peu rêver les gens, pour essayer de leur faire envie et pour faire une vidéo qui à la fin est jolie à regarder, etc. Donc même si on a envie de montrer la vraie vérité, mais parfois ça peut être un peu romancé, romantisé. Et ça, des fois, il faut faire attention, notamment dans le cadre de la rénovation. Moi, je vois beaucoup de comptes...
Je vois des gens qui achètent des trucs, des usines, des fermes, des baraques, mais dans des états pas possibles et qui en font des dingueries, des trucs vraiment Oui, d'architectes. ouais, j'ai vu ça. J'adore regarder ces comptes, j'adore. Franchement, c'est trop un plaisir. Mais franchement, des fois, tu te dis, mais attention, c'est pas à la portée de tout le monde. En fait, tout le monde peut le faire, je pense. Ouais. Mais il faut savoir si tu es prêt à t'investir à 100%. Et être patient, parce que Exactement. tu l'as pas en un claquement de doigts, quoi. Exactement. En soi, je pense que c'est à la portée de presque tout. Même, je pense que c'est à la portée de tous, sincèrement. Mais il faut quand même faire un peu un état des lieux de ta vie. Est-ce que dans ta vie, tu as du temps à mettre là-dedans? Tu as de l'énergie? Est-ce que tu as envie de passer les 2 prochaines années? Parce que les travaux, on se dit toujours que ça va durer 2 mois. Puis en fait, non, pas du tout. Toujours ça. Hein, c'est toujours comme ça. Ça, c'est vraiment le truc que tu vas entendre chez tout le monde. Ouais, c'est clair. On pensait que ça serait 6 mois. Puis finalement, ça fait 3 ans, on est encore dessus. C'est un peu la classique. Ouais. Donc, en fait, c'est à ta portée. Même si tu n'as pas beaucoup de connaissances, aujourd'hui, tu as un accès, mais vraiment à tellement d'informations, les tutos, les infos sur Internet. Tu peux faire plein de choses. Tu peux prendre des cours de bricolage, tu peux faire plein de choses. Mais est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie d'y passer les 2 prochaines années? Est-ce que tu as du temps? Est-ce que tu as, par exemple, des enfants en bas âge? Des fois, je vois des gens qui font des rénos avec 3 enfants en bas âge. Je me dis, oh, les pauvres, ça doit pas être facile. Non, mais c'est vrai, c'est beaucoup d'énergie, c'est beau. Et on en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi, est-ce que c'est un projet que tu partages avec ton partenaire? Les travaux, ça met les nerfs à rude épreuve. C'est fatigant, c'est épuisant, c'est engueulade assurée, et ça met le couple à rude épreuve. Je pense que ça, c'est un truc, tu pourras demander à toutes les personnes qui font des rénos. Personne va te dire c'était vraiment que du bonheur avec mon mec, on a adoré. Génial. Tellement romantique. Non, ça met les nerfs à rude épreuve. T'es là, t'es les mains dans le cambouis, t'as de la poussière de partout. Souvent, t'es dans des conditions qui sont horribles parce que parfois, t'es obligé de dormir sur les lieux. Tu peux pas te payer, par exemple, un appart en attendant que les travaux soient finis. Il fait froid. Ça aussi. Conditions météorologiques. Mais oui, nous, quand on est arrivé dans la maison, il n'y avait pas de chauffage parce qu'on était tout le temps obligé de couper le jus pour faire des travaux, de l'élec et tout ça. Mais tu gèles, il fait 7 degrés, t'as envie de mourir, quoi. T'es en mode, mais pourquoi j'ai fait ce projet? Mais c'est horrible. Et à la fin, genre, moi, c'est quelque chose que j'adore, la rénovation. Pour moi, ça reste que du positif. Et si c'était à refaire, je le referai 10 fois. Mais il faut quand même... Il faut être sûr et il faut se poser la question. D'où le truc que tu disais de commencer par des petits trucs. Exactement. Et y aller au fur et à mesure. Et pas commencer directement à acheter une ferme parce que clairement... Je ne conseille pas. Moi aussi, je tombe sur des comptes comme ça de personnes qui achètent des fermes. Ouais. Après, je trouve que les comptes, quand même, le mettent bien. On essaye. Le disent quand même. Tu vois, j'étais tombée sur quelqu'un qui rénovait peut-être une ancienne école, peut-être. Je crois que c'était ça. Mais ils l'avaient dit, clairement. Ils avaient dit ça devait durer tant d'années. On est reparti pour 6 mois de plus, là, et peut-être plus. Ouais. Mais je pense que tu as quand même ce truc de se dire... Oh, en fait, vu que tu vois comment ils avancent et vu que tu vois le résultat... Et limite, t'oublies l'information que c'est dur, parce que c'est que les réseaux sociaux et c'est une phrase sur une vidéo de 30 secondes. T'as l'avant-après, t'as l'avant-après. Et du coup, tu te dis, mais moi aussi, je vais acheter ma ferme et moi aussi, je vais le faire, tu vois. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il faut quand même être au courant de ces trucs-là. Il faut s'en rendre compte. Les réseaux sociaux, ça reste quelque chose qui est romancé, évidemment, et parfois, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, il y a plein de couples qui se séparent pendant les travaux. Enfin, voilà, il faut quand même se dire, est-ce que... Je pense que tout le monde en est capable, mais après, est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie de consacrer ta vie à ça? Les premières années, ou on va dire les premiers mois, la première année, tu vas peut-être faire ça tous tes week-ends, peut-être tous les soirs, tu vas être fatigué, tu vas pas voir tes amis, tu vas louper des moments sympas en famille. Et tout ça, c'est des sacrifices. Donc, si le projet est trop cool et te motive à fond, tu es prêt à faire ces sacrifices. Mais il faut avoir conscience que ça va pas être en un claquement de doigts comme sur la vidéo. Ça, c'est une évidence. Donc, attention un peu à ça. Après, voilà. Dans le DIY, il y a aussi... moi, j'ai vu beaucoup de... encore une fois, c'est avec les réseaux sociaux qu'on le voit. Hein, de toute façon, c'est ça. Mais moi, je vois plein de coffee shops qui ouvrent, tu sais, où tu peux maintenant faire ta poterie, ta peinture sur de la céramique. Ça, c'est aussi un truc, je pense, c'est bien aussi pour juste, si tu veux débuter avec un petit truc et juste te rendre compte de... Juste le bienfait de ce que ça fait de faire un truc. Et je pense que le DIY, si c'est aussi plaisant et déstressant, c'est parce que ça te permet aussi de couper avec déjà les écrans. Ça, c'est sûr. Et le monde, finalement, auquel tu es toujours confronté. En fait, c'est un peu un retour à la matière brute.
Il y a un petit côté méditation, Ouais, méditatif. c'est T'es ça, un en peu fait. en transe, on va dire presque. Parce que T'es dans une bulle. typiquement, moi, tu vois, quand je peignais mes étagères et je savais que ça allait être moche, je continuais parce que j'aimais bien, quoi. Avoir mon pinceau dans la main. Mais t'es prête là, il faut y aller. Hein. Je sens que t'as Ouais, envie. j'ai envie, quoi. Mais bon, voilà. Là, tu t'es un peu précipitée, mais en fait, il y avait Oui, je quelques me suis petites juste étapes, précipitée. en fait. Mais je pense que c'est une Mais- erreur qu'on fait tous, c'est normal parce plus ou que- moins au début, quoi. Ouais, on a tendance à se dire que ça va être très facile. Mais en tout cas, ce concept de petit café, je trouve que c'est hyper sympa, les cafés créatifs. C'est sympa, de ouf. Ouais. Et je trouve que ça propose aussi une autre façon de se réunir. Parce que finalement, on a beaucoup l'habitude de se réunir principalement pour boire. Et manger, Ou ouais. manger. C'est Mais clair. C'est souvent boire aussi. Oui, Boire oui, des c'est coups. clair. Avec ses amis, qu'est-ce qu'on fait? On va au bar, on va boire Ouais. des bières. Et c'est chouette, mais on sait que c'est pas hyper bon pour notre santé. Et là, finalement, ça propose un peu une alternative. C'est un truc qu'on Ouais, voyait c'est pas trop avant, bien. mais pourquoi pas se réunir et faire ensemble du bricolage, de l'art, de la peinture, etc. Franchement, je trouve que c'est un méga, méga chouette. Mais oui, puis il y a aussi une autre tendance, c'est les cours de poterie. Moi, je vois Ouais. de plus en plus de cours de poterie qui sont proposés. Ouais. Je trouve ça génial. Franchement, je pense que ça, c'est aussi c'est du DIY qui est vachement accessible aussi, finalement, les cours de poterie. Alors, ça peut être un peu cher pour le coup, je pense. Ouais. Mais bon, tu peux tester, tu peux le faire une fois et voir si ça te plaît. J'ai vu aussi pas mal de personnes qui faisaient leur propre tapis. Ça a l'air aussi... Ouais, le tufting et tout ça, ouais. C'est ultra sympa. Ou la couture. Ouais. Ça, c'est des trucs... On revient. Ça se Pour moi, tu me dis démocratise. couture, mais moi, je pense juste à ma grand-mère. Alors oui, elle m'avait appris très rapidement à coudre, mais moi, j'étais là, mais c'est un truc de grand-mère, c'est pas un truc... Et c'est marrant de se dire qu'aujourd'hui, il y a des gens plus jeunes que moi qui vont se dire, je vais me faire mon petit pull, je vais me faire ma petite écharpe, et je trouve ça génial de revenir à ça. En fait, quand tu y penses, c'est vraiment des basic skills. Alors, la couture très poussée, de se créer un vêtement, peut-être pas. Mais des fois, tu Ou te une dis... écharpe, tu vois, Oui. un truc Alors, droit, quoi. un truc jusqu'au bout comme ça, c'est déjà un peu plus poussé. Mais finalement, juste savoir coudre. Savoir coudre un bouton. Genre, tout le monde devrait savoir coudre un bouton. Homme comme femme. Mais oui. Genre, c'est une compétence des plus basiques. Et il y a un peu, je trouve, ce retour aussi à ça, de se dire... Tu sais, c'est comme avant, les femmes faisaient la couture, par exemple, et puis les hommes faisaient le bricolage. Aujourd'hui, tu te dis, non, par exemple, faire à manger, c'est une compétence de survie. Tout le monde devrait savoir faire un minimum à manger. Ouais. Je trouve que le bricolage, c'est un peu pareil. Ouais. Il y a ce truc de... Bon, évidemment, faire des trucs énormes, c'est plus abouti, mais simplement savoir réparer un objet cassé, savoir réparer un bouton de ta chemise qui s'est arraché. Mais le bouton, tu vois, c'est un truc, c'est bizarre, mais tu demandes ça aux générations plus vieilles, elles savent le faire automatiquement. Pourquoi nous, entre cette génération et là, on a perdu un truc? Parce que moi, ou alors, je sais pas, il y a une manque de transmission. On a perdu cette transmission-là, mais moi, coudre un bouton, je ne savais pas le faire. J'ai dû regarder un tuto sur YouTube. C'est hyper simple à faire. Mais j'ai quand même dû, tu vois, regarder un tuto et j'étais contente d'acheter mon fil et mon bouton, mais je ne savais pas le faire, quoi. Enfin... Et je pense qu'il y a eu, entre nos grands-parents et nous, il y a eu toute une génération où c'était plus bien vu de pas faire soi-même. En fait, je pense qu'entre la génération de nos grands-parents et notre génération à nous, il y a eu toute une époque où, en fait, c'était un peu le moment de la surconsommation, t'achètes des machines qui font à ta place, ou alors tu donnes à faire à d'autres personnes. Il y a eu cette transition, en fait. Il y a eu un peu ce côté où tous les trucs manuels, c'était devenu un peu des sous-tâches peut-être, ou des choses ou des trucs arriérés. qui étaient plus tendance. C'est ça. En fait, tu avais un truc à faire manuellement, tu allais le donner à une couturière, il y avait plus ce truc de je sais me gérer. Et moi, je trouve que c'est important finalement de revenir à je sais à peu près réparer les objets qui m'entourent, tout dans ce côté aussi transition écologique et tout ça. Je pense que c'est important si on veut éviter de gaspiller, de jeter. De savoir rapidement réparer quelques petites choses par-ci par-là, quoi. Et on a vu beaucoup, notamment le lancement de Small Business aussi, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la plateforme Etsy, de personnes qui proposent même à la vente maintenant leur propre création. Moi, je trouve ça génial parce que c'est un truc qui est ultra personnalisé et si tu peux en plus vivre d'un truc qui te fait juste trop plaisir à faire, je trouve que c'est trop, trop bien. Et ça suit aussi la tendance d'avoir un truc personnalisé et unique. Donc, si jamais vous voulez des trucs uniques, je trouve que
aller voir des small business, c'est trop cool, Ouais. je trouve. C'est tellement différent d'acheter un produit où tu sais que tu as une créatrice Mais derrière oui, qui a mis tout son cœur. exactement, ouais. Ça n'a rien à voir. Et vous en avez enfin, il y en a dans Il y a tout. tout. Des affiches. Ouais. Alors, petit bémol, attention, Etsy, il faut quand même surveiller. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis dans le créneau. Ah ouais, bah ouais, ça m'étonne Des pas. fois, tu regardes un peu le Tendance. détail, tu fais combien elle fait de commandes là 10 000, d'accord, ok. Ouais, Et il en faut fait, quand même bien checker il le. faut bien checker. Est-ce que c'est vraiment une vraie créatrice qui derrière fait les trucs à la main, etc. Ouais. Ou est-ce que derrière c'est une entreprise un peu cachée qui s'est mis là parce qu'elle a compris que ça pouvait se vendre 30 fois plus cher que sur Temu et Ouais. tout ça. Mais C'est- derrière, c'est la même, Ouais. c'est la même fabrique, c'est la même usine. Donc À ça, faire gaffe. faire attention. Ok, ouais, c'est Vous bon à regardez- savoir. En quelques coups d'œil, la provenance, le nombre de commandes qui sont passées. Forcément, si c'est des petits trucs en couture et que vous voyez qu'il y a 10 000 commandes par mois, bon, bah, concrètement, c'est pas une personne qui coud à la main. À c'est elle-même, pas ouais. possible. Ok. Donc, en 2 coups d'œil, vous pouvez vérifier. Charlotte, on va passer à notre petit one-one. Question-réponse, tu réponds le plus rapidement possible si tu le peux. Ok. Et si tu veux ajouter un petit commentaire à certains trucs, n'hésite pas, bien évidemment. Un projet DIY sans outils, est-ce que c'est possible? Oui. Ton meilleur hack, Ben, la suspension, Ikea. ouais, Effet pierre ou effet chaud? effet chaud. Ah. Plante verte ou fleurs séchées? Plante verte, Ah. Récup ou produit neuf? récup. Ton DIY le plus rentable? Ma table inspiration Naga. Toujours suivre des tutos ou toujours improviser sur tes projets? Toujours improvisé. Ok. Ton style de déco préféré? Wabi Sabi. DIY solo ou en couple? Solo parce que j'ai pas le choix. J'aimerais bien en couple, mais c'est pas possible avec le mien. D'ailleurs, je voulais justement revenir sur un truc, justement sur ton style de déco préféré. Oui. Du coup, t'aimes beaucoup la décoration un peu orientale, inspirée Marrakech. Oui. Ouais. J'aime beaucoup. Bah, en fait, j'aime bien la déco qui fait penser au voyage. Et moi, j'aime beaucoup ce que tu m'avais dit quand on s'était eu au téléphone. Tu m'avais dit, j'aimerais me sentir comme à l'hôtel, mais chez... Enfin, Ouais, comme on voyage tout le temps. comme en voyage Ouais, tout le temps. C'est ça. Et en fait, J'adore. le style, c'est incroyable parce que des vidéos, en tout cas, qu'on voit sur ton compte, c'est vrai que ça fait un hôtel, mais attention, ça fait vraiment l'hôtel que tu peux retrouver, un sort de riad, mais hyper cocooning, quoi. Et J'essaie de mélanger c'est hyper un peu, intéressant. le Mexique, un peu ambiance Tulum, Ouais. un peu ce qu'on peut retrouver à Ibiza Ouais. aussi, et le côté Marrakech, et un peu Bali aussi. Donc, Ouais. il n'y a pas vraiment un style, il n'y a pas vraiment une région spécifique, Mais, mais ouais. voilà, un mélange de toutes ces inspirations-là, avec beaucoup de béton ciré, de chaux, des meubles en bâti, tout ça, je trouve que c'est... Des matières brutes, Ouais, au final. Ouais, ça a beaucoup de charme. Et Ouais. je trouve que les matières brutes, c'est très fort. Et ça, Ouais. tout de suite, ça met une empreinte très forte dans le Ouais, style d'une c'est maison. vrai, ouais. Vrai ou faux, tu fais souvent des DIY sans suivre aucune inspiration en ligne? Faux. Je vais jamais copier, mais je vais souvent m'inspirer. Alors, c'est pas forcément que en ligne, mais je suis tout le temps en train de regarder. T'as vu tout à l'heure au Oui. restaurant. Je vais prendre des photos. de Non, tout ce mais que je c'est vois. incroyable. Et c'est pas J'adore. forcément, quand on dit inspiration, c'est pas forcément je m'inspire d'une chaise pour faire une chaise. Ça peut être, tu t'inspires d'une chaise pour faire un truc qui n'a rien à Ouais. voir, mais juste t'as vu ce motif, t'as vu ce tissu. Ce tissu avec cette matière, ça va bien ensemble. Je Ouais. vais en faire, je dis n'importe quoi, un tableau. Enfin, mais souvent, il faut quand même qu'il y ait un point de départ, sinon c'est trop large. De toute façon, on sait pas où l'inspira- aller. il faut s'inspirer dans Bah tous les ouais. cas. DIY à base de choux, validé ou gros fail? Non, franchement. Validé? Ouais. Allez voir sur le compte Instagram. C'est improbable, mais vrai. C'est vraiment, c'était vraiment drôle ça. C'était mieux que ce que j'aurais Ouais, pensé. c'est vrai. Le projet DIY qui a eu le plus de succès auprès de ta communauté? Je sais pas. Mhm. J'ai fabriqué mon propre canapé. Et Oh. ça a beaucoup plu parce Ah que je pense ouais. que c'est pas quelque chose qu'on voit très fréquemment. Pas du tout même. Ouais. Excellent. Ouais, j'avais oublié ça. Ouais, ça c'est le truc qui a eu le plus de succès parce qu'en fait, il y a eu plusieurs parties et en effet, chaque partie. Et en fait, c'est pas juste une banquette, c'est vraiment un canapé avec des lattes comme un lit en fait. Et donc, c'est hyper confort. Et ça a été un gros défi à réaliser. Excellent. Donc, à la fin, finalement, tu vois pas du tout les lattes. Donc, tu as l'impression que c'est que du dur, que du béton. Mais en fait, c'est un vrai canapé. Et ça a beaucoup surpris les gens, je pense. Et ça a vraiment plu. Ta pièce préférée réalisée? Question très difficile parce qu'en fait, c'est toujours la dernière pièce que j'ai fait qui est toujours... En fait, il y a ce truc aussi où quand tu viens de terminer une pièce, en fait, t'es trop fière parce que tu vois tout le travail que t'as fait. Ouais. Tu repenses à comment t'es venue l'idée de départ, toute la réflexion que t'as eue sur un projet. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais il y a la phase où tu vas vraiment filmer, faire ton projet, où vraiment tu vas
monter ton truc qui prend un certain temps. Mais en fait, avant, il y a souvent une phase qui est très longue de réflexion. Parfois, moi, j'aime bien en plus que ça me dure des mois. Donc, ça se chevauche avec plein d'autres projets parce que j'aime bien que ça décante, que je réfléchisse à plein d'options et tout. Donc, en fait, factuellement, quand je viens de finir un truc, je me dis toujours, ah, c'est le meilleur truc. Et puis après, j'en fais un autre, je me dis, ah non, en fait, c'est celui-là. Et puis, c'est toujours comme ça, en fait. Ah. Utiliser uniquement du bois pour tous tes projets ou du métal? Du bois. Pas de sujet. Vrai ou faux, le DIY demande de la patience? Non, c'est vrai. Cite le meuble de ta vie et la déco d'une nuit. Waouh. Le meuble de ma vie, j'aimerais bien acquérir un jour une porte marocaine. Tu sais, les portes qui sont toutes ciselées. Magnifique. C'est trop beau. Ok. J'en ai fabriqué une pour ma salle de bain, mais elle n'est pas ciselée, elle n'est pas avec les beaux détails comme on voit à Marrakech au Maroc et tout. Et c'est quoi la déco d'une nuit? Une déco hyper chargée et hyper colorée qui est pas du tout ce que je fais moi, mais où des fois je me dis par exemple le petit café où on était où c'était vraiment chargé, chargé, hyper marqué, qui n'est pas du tout mon style habituel, mais en même temps pour une nuit je me dirais allez, c'est top, complètement avec un mélange de motifs, de couleurs. J'aime bien les parties pris très fort en déco, et j'aime bien, tu sais, je regarde les émissions avec l'immobilier de luxe et tout, parce que j'adore quand c'est fait par des architectes et tout ça, c'est souvent super beau, et j'aime bien justement les intérieurs où tu te dis waouh, ah ouais, ça on le voit pas chez tout le monde, genre c'est un peu improbable. Ouais, c'est vrai. Mais pour une vie, c'est compliqué des fois de se dire est-ce que je vais pas me lasser dans 6 mois Mais en vrai, bien vu pour la déco d'une nuit, je te rejoins carrément sur la réponse. On y va sur un truc un peu fou, quoi. Ouais, je partage à 100%. Ta couleur préférée? Je dirais... Alors, terracotta, je pense. Tellement vu que j'ai tendance un peu à m'en lasser. Mais c'est normal. C'était la couleur de mon mariage. Et ça me fait tellement penser à Marrakech et toutes les maisons avec la chaux. Mais là, si c'est une couleur, par exemple, pour cette année, là, je suis vraiment à fond dans le marron, tu vois, comme tu pourrais le constater. J'adore le marron. J'aime beaucoup, en fait, toutes les couleurs terre. Donc, ça part du beige. On revient aux matériaux bruts, en fait. C'est ça, hein. En fait, ce qui fait penser à la nature, tu vois. Je trouve que c'est hyper chaleureux. Ça apporte tout de suite un truc où tu te sens bien chez toi. Genre, t'es cocooning, t'as envie de te lever. Tu dois garder juste un outil. Ce serait lequel? Oh non, c'est dur. Je pense la scie sauteuse. Ok. Et tu vois, pour des gens aussi qui se demandent quel outil on peut acquérir, c'est pas cher. Tu fais 1 milliard de trucs avec. En même temps, j'oublie la visseuse. La visseuse, pas mal aussi. Non, la scie sauteuse. Parce que la visseuse, tu peux toujours te débrouiller avec un tournevis. Pour aller couper à la main des formes, non. Ouais, ok. Je maintiens. Scie sauteuse. Vrai ou faux, tu n'as jamais eu de raté dans tes projets DIY? Faux. Ton prochain DIY? Eh ben, je l'ai déjà un peu... révélé, mais du coup là je suis sur un tampon qui va être fait sur une pomme de terre, et en fait le but c'est de venir tamponner. Excellent. En fait j'ai repéré en ce moment il y a une grosse forte tendance sur les polaires avec des prints fleurs, et j'avais très envie d'acheter cette polaire. J'ai montré à mon mec, il m'a dit non mais t'as dit que t'arrêtais d'acheter du neuf. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et du coup, j'avais une polaire que j'avais achetée 5 balles sur Vinted. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un peu la même polaire. Il faudrait juste lui faire des prints. Oh non, j'aime trop. Tampon. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est en cours. Trop bien. Merci Charlotte. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ton compte Instagram pour toutes les personnes qui ne connaissent pas? Déjà, c'est quoi ton compte Instagram? Alors, mon compte, c'est Maison Agave. Maison Agave. Comme une maison, Agave comme le cactus. Donc, pour les personnes qui regardent le format vidéo, ce sera écrit par là. Ok. Et du coup, sur mon compte, on peut retrouver plein d'inspirations de DIY, de tutos. Donc, c'est vraiment axé sur la déco. Parfois, je vais partager un petit peu la rénovation de ma maison, donc, que j'ai rénovée, on va dire quasiment toute seule, puisque mon mari n'aimant pas trop les travaux, voilà. Donc, plein de conseils pour rénover, plein d'astuces aussi pour finalement réussir à trouver du mobilier, à fabriquer ou à détourner du mobilier qui peut être des inspirations parfois très chères. Et là, je peux vous montrer comment finalement les reproduire à moindre coût et personnaliser votre intérieur. Et des hacks comme la suspension Ikea. Exactement. Qui est juste incroyable avec un set de table. Comment on fait finalement quand on a un petit budget pour avoir quand même une déco vraiment au top. Au premium. Qui n'est pas la déco qu'on trouve chez tout le monde, qui va être vraiment spéciale. Et voilà. L'hôtel, le riad, at home. Apporter un peu du voyage dans son intérieur et avoir des choses qu'on ne voit pas partout. Ouais, trop bien. Il est trop cool ton contenu. Merci beaucoup Charlotte d'avoir été au micro de Drift. C'était un plaisir de partager ce podcast avec toi. Ok, merci beaucoup de m'avoir invitée.